les villes sont passées d'administration locale, donc aqueduc, égout, asphalte, déneigement, donc des services à la propriété. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a juste les propriétaires qui votaient, parce que c'était nos clients, les villes, puis c'est à eux qu'on offrait une liste de services précise. Aujourd'hui, on est rendu des gouvernements de proximité. Libérer les villes, on l'appelle notre conférence hors série, parce que c'est une proposition qui nous a été faite de prendre le véhicule, de comprendre le monde. Je pense que ça commence à s'inscrire aussi dans la communauté comme un lieu d'éducation populaire intéressant, avec le lieu des bains publics qui est super trippant. Et on s'est fait approcher par Philippe Cousineau-Morin, qui est conseiller municipal, qui voulait faire venir Maxime Penneau-Jobin, l'ancien maire de Gatineau, qui offrait cette conférence-là. Et ça a été, encore une fois, très populaire parce qu'actuellement, les enjeux à Rimouski, autour de la municipalité, la relation avec la municipalité, c'est un peu des enjeux chauds. S'il se passe quelque chose à Rimouski, là, on appelle le maire sur n'importe quel sujet. L'itinérance, c'est un beau cas. C'est le cas le plus symbolique. Moi, quand j'ai été élu en 2009, il disait « Tu t'occupes pas de ça, l'itinérance, c'est à Québec de s'occuper de ça. » C'est intéressant de comprendre le contexte dans lequel les acteurs du municipal prennent place. Puis c'est quoi les contours un petit peu de l'appareil municipal avec les moyens de financement, puis l'évolution du monde municipal par rapport à ce que c'était avant, comment c'est financé maintenant, puis comment ça devrait peut-être être mieux financé, parce qu'actuellement, on est vraiment lié aux taxes foncières. Donc, ça amène à articuler vraiment puis à avoir des meilleures discussions avec les autres quand on comprend tous ces éléments-là. Je voudrais vous dire que j'ai pensé lancer l'invitation à Maxime Penneau-Jobin de venir nous présenter un peu ses réflexions de son bagage au monde municipal. Je dirais peut-être pour deux raisons qui, en tout cas, moi, vont me chercher, que ce soit les mêmes que vous ou d'autres. D'une part, son passage donc, au conseil municipal de Gatineau à travers un parti politique. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout à Rimouski, en fait, dans les partis politiques municipaux. Moi, je me suis dit, il y a une réflexion à y avoir là. Et la deuxième des choses, c'est effectivement, moi j'appelle ça le carcan qui nous présente dans son livre, dans lequel les villes sont prises. Le carcan où, je ne rentre pas dans le détail, je vais laisser Maxime le faire, la dépendance à la taxe foncière est pleine d'effets pervers. Puis, vous savez, une des choses qui me tient à cœur, c'est plein d'effets pervers, notamment pour l'adaptation de notre ville, nos villages au changement climatique. Il y a plein d'autres raisons. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai lancé l'invitation. Donc, merci Comprendre le monde pour la collaboration. Merci d'être là, Maxime, ce soir à Rimouski. Je t'invite à monter sur scène. Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Merci beaucoup d'être là. Moi, je suis toujours impressionné quand les gens prennent du temps, une belle soirée, pour venir parler de politique puis parler de leur communauté. C'est pas tout le monde qui fait ça. Ça fait que merci vraiment de prendre le temps de réfléchir. Moi, je trouve qu'on peut améliorer le monde de toutes sortes de façons, mais ça commence toujours par de la réflexion. Souvent, quand on ne réfléchit pas assez, on ne l'améliore pas nécessairement. Donc, merci d'être là. Merci beaucoup à toute l'organisation de Comprendre le monde. Merci de votre engagement pour justement aider les gens à réfléchir. Premier avertissement, moi je suis un praticien, je ne suis pas un théoricien, ça fait qu'il y a des choses que je dis parce que j'ai vécu ça, qui ne sont pas nécessairement les bonnes choses à faire dans toutes les villes, puis ne sont peut-être même pas les bonnes choses à faire tout court, mais je trouve que c'est utile de partager les connaissances acquises comme praticien, parce que c'est une autre approche. Les profs d'université, vous autres, les citoyens peuvent compléter ça, mais c'est loin d'être parole d'évangile. C'est ce qu'on a vécu à Gatineau, puis vous ferez ce que vous voudrez avec ça. Brièvement, mon cas, moi je suis natif de Buckingham, qui est une ancienne ville de 10 000 habitants qui fait partie de Gatineau, qui a 300 000 habitants maintenant. C'est un peu anormal d'être élu quand on vient de la partie est de la ville comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. J'ai 3 enfants, on a une particularité familiale. Moi, ça fait 23 ans que ma 2 épouses habitent à Montréal, puis moi j'habite à Gatineau. Puis on a réussi à avoir une belle famille comme ça. Je le recommande à tout le monde. Encore aujourd'hui, je m'ennuie d'elle.
J'ai été très militant au secondaire, au cégep, à l'université. Puis à l'université, puis je le dis parce que je crois dans la transparence, j'ai été président de la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa 2 ans avant Guy Caron, que vous connaissez, je crois. Donc, ça fait bien des années, là, 30 ans peut-être qu'on se suit. Je ne pense pas qu'on ait jamais soupé ensemble, mais on se suit. Ça fait dans mes réponses aux questions, si jamais vous voulez parler d'enjeux très, très locaux, je vais rester général. J'ai dit que je ne voulais pas faire de trouble, mais que j'avais quand même des opinions, puis je vais dire ce que je pense des principes, puis de ce qui devrait nous guider, tout ça. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise en politique municipale, c'est que les dossiers, puis c'est ça qui fait que la politique municipale est le fun, c'est que les dossiers sont toujours bien compliqués, il y a toujours plus qu'une façon de voir ça, puis les mieux placés pour porter un jugement, c'est les gens qui ont les deux mains dedans. Pas ceux qui arrivent de Gatineau pour vous dire quoi faire. Ça fait que c'est pas... j'ai quand même de la liberté de parole, mais je vais être prudent sur les enjeux locaux. Là. Je vais y laisser le trouble qui vient avec la job de maître. J'ai une maîtrise en développement régional, puis j'étais adjoint du PDG de l'Agence de la santé à l'Outaouais avant de faire de la politique municipale. Je vais vous parler un petit peu de comment ma carrière politique a commencé, parce qu'il paraît que certains d'entre vous s'intéressent à la participation citoyenne. En 2006, il y a une laiterie qui a fermé en Outaouais, qui était à Buckingham, qui existait depuis à peu près 60 ans. Puis en Outaouais, on n'a pas tellement de produits locaux. Nous autres, ce qu'on produit, c'est des fonctionnaires fédéraux. Ça fait que quand la laiterie a fermé, on était frustrés parce que, en gros, c'était une grosse firme qui l'achetait, qui fermait la laiterie, qui déplaçait les installations. On produit du lait là, dans l'Outaouais. Ça fait que notre lait s'en allait en Montérégie, puis il revenait en Outaouais pour qu'on le boive. On trouvait que ça n'avait pas de bon sens. Ça fait qu'il y a eu une mobilisation citoyenne pour sauver la laiterie, qui a marché. Non seulement, on l'a pas sauvé, ils n'ont pas voulu nous la vendre, ils n'ont pas collaboré, mais on en a construit une autre. Puis maintenant, ils ont à peu près 35 % du marché du lait en Outaouais, la laiterie d'Outaouais, ce qui est un succès formidable. Mais c'est pas ça dont je veux vous parler. C'est qu'on s'est retrouvé toute une gang qui avait toutes sortes d'horizons différents, des bleus, des rouges, des oranges, toutes sortes de monde qui n'étaient politiquement pas des mêmes familles, mais qui étaient choqués de la perte de la laiterie. Et pendant qu'on faisait ça, tout le monde chialait contre le maire, puis contre la ville en général qui n'avait pas de vision. Mais nous, on était des positifs. Ça fait qu'on a dit, au lieu de dire on va remplacer le maire, on s'est dit, donc le même comité de laiterie, là, informellement, on s'est mis à dire, il n'y a pas de vision, mais ça devrait être quoi la vision? Plutôt que de dire on va changer de maire, on va contribuer à la réflexion. Ça fait qu'on a fondé Projet Gatineau, qui est un groupe de réflexion sur la politique municipale. On a fait un manifeste qui dit on pense que ça devrait être ça, la vision pour notre ville, qui paraît-il est absente. Et si vous voulez critiquer notre manifeste, venez-vous-en dans une école secondaire un samedi matin à 9 h, puis on va réfléchir à ça ensemble. On va faire des tables, puis vous allez critiquer notre manifeste, on va l'améliorer, puis on va l'envoyer au maire. Et en fait, à tout le conseil en disant, on vous le donne, puis faites ce que vous voulez avec, mais voici la vie. On s'est retrouvé 250 personnes dans une salle. On est obligé d'improviser une garderie. Il y avait 40 % de femmes, ce qui n'arrive jamais en politique municipale. Ben, je ne vois pas ici, là, mais en tout cas, en politique en général, ce n'est pas des salles qui sont représentatives de la communauté. Si je me trompe peut-être ici, parce que vous avez l'air assez représentatif. Donc, ça a été une espèce de succès de participation qui nous a surpris. Suite à ça, on est 5 qui avons décidé de se présenter à l'élection qui a suivi, je pense que c'était 2 ans plus tard. Puis c'était pas un parti, mais c'était issu du projet Gatineau. En disant, nous autres, ce manifeste-là, on y croit, puis les enjeux qui sont dedans, on va les défendre. Les 5 ensemble, mais c'est plus des principes, puis des principes relativement concrets. C'est, par exemple, se rapprocher de notre université au lieu de les trouver que c'est un lobby comme un autre. Non, c'est une façon de construire l'Outaouais, une université. Le transport en commun prenait une place importante, les relations avec la ville voisine d'Ottawa. Ça fait que c'était pas que des principes, c'était aussi relativement concret. On est 5 à s'être présentés, il y en a 3 qui ont gagné, puis à mi-mandat, on a dit il ne se passera jamais rien si on ne fonde pas un parti qui défend les idées, parce qu'on est devant des gens qui, à l'évidence, ne croient pas dans ce qu'on défend. Et c'est ça qui a donné naissance à Action Gatineau. Puis juste pour vous donner une idée, là, on était 2000 membres. 2000 membres, c'est plus que tous les partis provinciaux réunis en Outaouais. C'est hallucinant. Pour toute proportion gardée, c'était plus que Projet Montréal.
Vraiment, il y avait quelque chose qu'on avait réussi parce que c'était positif, c'était constructif. On voulait faire quelque chose pour Gatineau, on ne voulait pas juste être calife à la place du calife. Donc, j'ai été élu en 2013, en 2017 aussi, puis je ne me suis pas représenté en 2021, mais j'ai toujours été minoritaire. Si vous voulez parler de c'est quoi être minoritaire, ça me fera partie préciser dans la période des questions. Sinon, ça me fatigue juste d'y penser, parce que c'est lourd au municipal à être minoritaire. Je vais vous parler des villes qui changent. Le changement a commencé il y a longtemps, les villes qui changent. C'est pas vrai que c'est depuis quelques années. En gros, ce qui se passe, c'est que les villes sont passées d'administration locale, donc aqueduc, égouts, asphalte, déneigement, donc des services à la propriété. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a juste les propriétaires qui votaient, parce que c'était nos clients, les villes, puis c'est à eux qu'on offrait une liste de services précise. Aujourd'hui, on est rendu des gouvernements de proximité. Les villes sont les principaux diffuseurs de culture. Sans la ville, là, imaginez ce qui reste. C'est soit la ville qui offre l'offre culturelle, soit qui sont des partenaires importants de ceux qui le font. Les sports et les loisirs ont été municipalisés. S'il n'y a pas de ville, il n'y a pas de sport et loisirs. Les villes, dans des domaines comme l'environnement, ont une responsabilité qui a explosé. T'sais, avant, on prenait les déchets et on les enterrait. C'est pas bien plus que ça. Là, c'est recyclage, compostage, réemploi. Dans des domaines comme le transport, c'est le transport actif, c'est le transport en commun. Même la conception des villes a changé. On appelle ça des rues conviviales, pour que tu puisses aller en poussette, à pied, à vélo. Donc, la contribution des villes en environnement, ça a été vraiment une explosion. Le développement local, le développement économique local, vous vous rappelez quand le Québec a aboli les CLD, il a transféré ça aux villes avec 40 de moins que ce qu'ils dépensaient eux. Ça fait que dans le développement économique local aussi, on a des responsabilités importantes. Un des symboles de nos responsabilités, c'est le développement social. Au Québec, aujourd'hui, il y a 660 municipalités, dont la moitié des villes, des municipalités qui ont une politique familiale, qui font partie du réseau Villes et villages en santé, qui font partie du réseau Ville Amis des aînés. Maintenant, les villes font de la lutte à l'itinérance, font de l'accueil des immigrants. C'est toutes des affaires qu'on ne faisait pas du tout. Il y a des gens de drapeaux, la lutte à l'itinérance, ils ne s'en occupaient pas tellement. Les programmes gouvernementaux, dans bien des cas, ne peuvent plus être efficaces s'ils n'ont plus de partenaire municipal. La gestion de crise. À Gatineau, on a eu des inondations en 2017, 4000 sinistrés, une tornade en 2018, 2407 logements touchés. On a encore eu les mêmes inondations en 2019. On a eu la COVID comme tout le monde, mais entre les inondations, puis la première inondation et la tornade, on a eu 3 des 5 pays pluies diluviennes des 100 dernières années. Puis ça, j'étais minoritaire. Ça fait que j'avais aussi des crises politiques à gérer. Ce que je veux dire, c'est que des crises, il y en a plein. Il va encore en avoir plein dans l'avenir. Puis chaque fois, là, ceux qui sont au front, c'est les municipalités. On l'a vu avec les feux de forêt cet été. C'était des maires et des mairesses qui étaient au front parce que sur le territoire, tu as plusieurs institutions. Ici, vous êtes chanceux, vous en avez quelques-unes qui n'est pas que la ville, mais souvent, tu as juste la ville qui a de la légitimité. Tu as quelqu'un qui a été élu pour un territoire précis. La personne a accès à des fonctionnaires et accès à des budgets. Consolider les villes, c'est consolider tout le Québec, notamment en situation de crise. Moi, j'aime bien dire que quand l'armée est intervenue à Gatineau en 17, il était 70. On était déjà 900 employés municipaux à temps plein sur le terrain avant qu'ils arrivent, puis des semaines avant qu'ils partent. Je dirais que c'est aussi la conception même de ce que c'est une ville qui change. Avant, c'était une administration qui offre un service. Là, c'est un gouvernement de proximité qui assume, moi j'aime beaucoup l'expression de leadership territorial. S'il se passe quelque chose à Rimouski, là, on appelle le maire sur n'importe quel sujet. L'itinérance, c'est un beau cas. C'est le cas le plus symbolique. Moi, quand j'ai été élu en 2009, il disait « Tu t'occupes pas de ça, l'itinérance, c'est à Québec de s'occuper de ça. » Mais là, ça a tellement augmenté qu'à un moment donné, les gens disaient « Il faut que quelqu'un fasse quelque chose, puis donc on téléphone à la mairie. » C'est ça partout. Puis en itinérance, on ne remplace pas Québec. C'est souvent des mythes. Là. On ne veut pas faire la job à la place d'un gouvernement parce qu'on ne connaît rien en santé mentale, on ne connaît rien en toxicomanie. Même en logement, nos responsabilités sont relativement, puis notre capacité d'action sont relativement limitées. Sauf qu'on peut coordonner l'action. On peut asseoir le monde ensemble et dire « OK, qu'est-ce qu'on fait? » Puis, parce que ce n'est pas le député qui va faire ça, ce n'est pas le ministre à Québec, ils sont trop loin, puis certainement pas les gens d'Ottawa.
Donc, c'est ça que j'appelle du leadership territorial, c'est qu'on assoit tout le monde ensemble et on dit qu'est-ce qu'on fait. Puis il y a juste la ville qui peut faire ça, puis surtout on connaît le monde, on connaît les acteurs, sans vouloir, on connaît les bons, puis on connaît les pas bons. Il y a des organismes qui ne vont pas toujours bien, là, ça fait que comme autorité locale, souvent on sait qu'on peut s'appuyer sur les uns, puis les autres, ben, on va les contourner. Ça donne une grande capacité d'action concrète, efficace, rapide. Un autre exemple, c'est l'immigration. C'est pas aux villes de s'occuper de ça. On n'a pas de ressources, on n'a pas d'expertise, on n'a pas... Sauf que l'immigrant, là, il n'arrive pas au Canada ou au Québec, il arrive dans un quartier, il arrive dans une rue. Il y a des besoins locaux, puis il y a des besoins tout de suite. Ça fait que quand on a eu la crise des Syriens, puis les Syriens, c'était pas des immigrants, c'était des réfugiés. Puis c'est pas la même affaire, pas en tout. Le réfugié, là, il est parti avec une sacoche, puis pas grand-chose dedans. Il n'avait pas choisi de partir, sa vie était menacée. Tu sais, c'est une autre affaire. Il n'a pas eu le temps d'apprendre le français ou l'anglais ou peu importe, il est parti vite. Bon, ben, il y a des villes qui ont levé la main, dont Gatineau, en disant, nous autres, on est capable d'en accueillir. Mais je pense qu'on était 27, les organisations qu'on a mobilisées. Parce que c'est quelqu'un, que quand le réfugié a besoin d'un logement, il a besoin ça peut être de l'aide psychologique, il a besoin d'aide pour l'intégration à l'école, il a besoin d'aide pour l'intégration au travail, il a besoin d'aide en francisation, il a besoin d'aide pour faire l'épicerie. Tu sais, comment tu fais l'épicerie quand tu arrives d'un pays où ça ne se passe pas comme ça? Surtout d'un pays où tu es en guerre depuis un bout de temps. Ça fait que mobiliser tout le monde que ça prend pour aider un être humain qui vit quelque chose de difficile, là, la ville est la mieux placée. Ça fait que c'est pas la ville qui a voulu remplacer Québec ou remplacer le fédéral. C'est la ville qui a dit on a un problème à régler puis on le fait. Ça fait que cette capacité-là, ce leadership territorial-là, c'est complètement nouveau. Pendant des décennies, on disait, parlant Québec, parlant Ottawa, nous autres, là, c'est aqueduc, égout, asphalte. Puis, fait que ça, c'est un changement vraiment, vraiment profond. Puis je dirais que ça reflète aussi un des grands talents des villes, c'est qu'on voit les enjeux parfois, là, c'est pas vrai tout le temps. Puis, moi, je suis très pro-municipal, mais je sais qu'il y a plein d'exceptions. Mais l'itinérance, ça faisait des années que les villes disaient ça ne marche plus. Le logement, nous autres, on a déclaré l'urgence logement à Gatineau 3 ans avant que le gouvernement du Québec reconnaisse qu'il y avait une crise du logement. Les opioïdes, ça c'est plus canadien, là, ça a commencé beaucoup dans l'Ouest. Mais c'est les villes qui ont dit il y a du monde qui meurt, là, puis vous avez pas, vous énervez pas, alors que c'est des nombres qui étaient effrayants là, de gens qui les villes, un peu comme le communautaire, là, souvent le communautaire va le voir en premier, il va le dire à la ville, c'est le canari dans la mine. C'est ceux qui sont tellement proches des gens qu'à un moment donné, ils voient des phénomènes naître avant tous les autres. Donc, il y a un gain pour Québec et Ottawa de s'appuyer sur les villes parce qu'ils ont une expertise que les autres paliers ne peuvent pas avoir, ils sont juste trop loin. Un petit mot sur l'autre symbole du changement. Moi, je trouve que l'itinérance en est un. L'autre, c'est l'arrivée d'une nouvelle génération d'élus municipaux. Puis là, quand je dis génération, j'aime pas bien ça, je dirais vague. Parce qu'il y en a des jeunes et des vieux, toutes sortes de monde dans cette nouvelle vague-là. C'est pas juste des jeunes. Et j'ai essayé dans mon livre de théoriser un peu le changement. Puis le changement, c'est qu'on passe de échevin à conseiller municipal. Échevin, c'est l'ancien mot. Mais c'est aussi une certaine conception de la ville. Souvent, c'est un retraité qui a de l'expérience en gestion. Puis j'ai bien dit un, là, c'est pas une. Un retraité qui a de l'expérience en gestion, qui veut que la ville reste pas mal dans ses champs de compétences parce qu'on n'a pas d'argent et on ne veut pas tellement hausser les taxes. Il n'y a pas un gros programme. Souvent, l'échevin, ça va être on veut être à l'écoute. Et il se conçoit comme quelqu'un qui fait partie d'un conseil d'administration, pas un forum politique. Ça fait que c'est quelqu'un qui attend que le DG propose des choses, il regarde si ça va un peu trop vite, puis ils prennent une meilleure décision possible. Et ce modèle-là, quand on parle d'une administration qui s'occupe de services à la propriété, c'est super. C'est des gens qui ont de l'expertise en gestion qui le mettent au service de leur communauté. Je ne veux pas dénigrer ça. Mais le conseiller municipal correspond plus aux villes d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est souvent mobilisé par un enjeu, l'environnement, le vélo, la culture, le vivre ensemble, la santé, le plein air. Les champs de compétences pour un conseiller municipal, ça n'a pas d'importance. Il y a un enjeu en ville, on s'en occupe.
c'est souvent quelqu'un qui est déjà super politisé en dehors, puis qui décide de porter son action au conseil, qu'il voit comme un forum politique. Donc, si le forum politique prend une résolution puis tu n'es pas d'accord avec, ben tu votes contre. Tu ne te rallies pas à une idée avec laquelle tu n'es pas d'accord. Alors que dans bien des villes, se rallier, c'est comme... Ne pas se rallier, en fait, c'est scandaleux, là, parce qu'on travaille en équipe, on est toute la même gang, on s'aime. C'est... Peut-être, là, mais moi, si vous me dites... Moi, j'ai été élu beaucoup pour investir dans les bibliothèques. Bien, si vous ne voulez pas investir dans les bibliothèques, vous votez contre vous autres tout le temps. Là, je trouve que vous faites une erreur. Puis je vais le dire à la télé. Puis là, la chicane pogne, parce que c'est deux conceptions qui s'affrontent. Puis c'est vraiment deux conceptions qu'il ne faut pas... Tu sais, c'est intéressant qu'on soit une équipe, puis qu'on se rallie, puis qu'on travaille ensemble, mais quand tu gères des rues, c'est bien plus facile que quand tu dis « Non, non, il faut qu'on aille très vite en environnement parce que ça va mal. » Puis toi, tu vas aller lentement. Donc, je vote contre ton affaire. Tu sais, c'est pour ça que dans bien des villes, il y a des chicanes énormes au conseil municipal, puis ça a un impact direct sur les fonctionnaires, parce que les fonctionnaires, dans l'ancien système, c'est eux qui disaient « Voici où on devrait aller ». Puis là, dans le nouveau système, c'est les élus qui disent « Voici où on s'en va ». Quand François-William Croteau, là, citez-moi pas là-dessus parce que je romance un peu l'histoire, mais en gros, il arrive, il met toutes les cartes dehors, puis après ça, il se met à travailler. Puis j'exagère à peine. Tu sais, quand le projet Montréal a été élu, ça a brassé énormément parce que là, les fonctionnaires disaient « C'est qui ces fous-là? » C'est comme l'ancien maire de Trois-Rivières qui m'avait dit. Il dit « Maxime, ils veulent faire du bicycle l'hiver. » Il était bien déprimé parce que la nouvelle règle le dérangeait beaucoup. Fait que pour moi, c'est assez c'est positif ce qu'on vit, mais il faut tenir compte du fait que, d'abord, il y a deux gangs qui s'entrechoquent, puis le cadre légal, puis je vais y arriver, puis le cadre fiscal, c'est pas adapté. Ça fait que c'est... Peu importe la conception qu'on a du rôle de la ville, dans les deux cas, on est dans le trouble, puis j'y arrive. Un petit mot sur le fait que les citoyens changent aussi. Ça vient pas, c'est pas de la génération spontanée, ça, là. C'est que les citoyens veulent que leur ville agisse, les citoyens veulent de l'information, ils veulent participer, ils veulent... La pression vient aussi des citoyens qui n'ont jamais été aussi instruits, jamais été aussi informés, jamais eu autant de capacité de se mobiliser les uns les autres. On chiale contre les médias sociaux, mais c'est le fun en maudit quand tu veux faire une manif, là, ça prend pas beaucoup de temps pour... ça fait que ça vient aussi des citoyens, c'est pas juste l'organisation municipale qui s'est transformée, là, ça vient de quelque part. Puis moi, je trouve ça extrêmement emballant. Moi, le retour au local, consolider le local, que les gens s'investissent dans ce qui est près d'eux, là, je trouve que c'est formidable, puis qu'il y a une partie des changements dont on a besoin qui va venir de là. Surtout qu'on perd un peu espoir aux autres niveaux parce que c'est loin de nous autres, là, mais si on transforme le municipal, c'est toute notre société qu'on est capable de changer. Je ne sais pas à combien vous dépendez de la taxe foncière ici. C'est à 87 pour 75 %. Ça fait que je ne parle pas du 25, je parle du vrai problème, qui est la taxe foncière. Elle n'a pas changé depuis 2 siècles. Elle n'a pas changé depuis que les municipalités ont été inventées essentiellement. Il n'y a que capacités de taxer qui se sont ajoutées. Il y a quelques affaires, mais fondamentalement, c'est la même chose qu'il y a 2 siècles. Et il y a 2 siècles, on se rappelle que l'essentiel des services de la ville était à la propriété. Là, c'est des services à la propriété et à la personne. Même la majorité s'est rendue des services à la personne. Les nouveaux services coûtent cher. Avant, ça prend quelqu'un qui connaît l'immigration, ça prend quelqu'un qui connaît un peu l'itinérance, ça prend, c'est pas beaucoup, mais ça coûte cher. Le service à la personne, sport, loisirs, culture, on en fait plus. Le transport, je disais, des rues conviviales. Quand tu conçois ta rue pour que les autos passent le plus vite possible, puis qu'il y a une personne qui marche, puis que tu as du vélo, ça coûte bien moins cher. Là, la conception des quartiers coûte plus cher. Mais les vieilles responsabilités coûtent plus cher aussi. Puis ça, pour moi, c'est... Avant une bibliothèque, tu prêtais des livres. Là, aujourd'hui, souvent, la maison de la culture dans une municipalité, c'est la bibliothèque. Il y a des activités, il y a des artistes qui viennent, il y a toutes sortes de choses. Il y a des rencontres comme celle-là qui se passent souvent dans les bibliothèques. On est loin du... Puis même dans les villes, souvent, Emploi Québec s'installe dans la bibliothèque parce que c'est un endroit où rejoindre les nouveaux arrivants. Parce qu'ils sont là, parce que c'est gratuit, parce que tu as des livres gratuits, parce que tu as accès à des choses pour toute la famille, les enfants. Donc, la bibliothèque ne joue pas le même rôle qu'avant.
Donc, ça coûte plus cher. La police avant, là, gérait en 1 heure un cas de violence conjugale. Je vous laisse deviner ce que gérer voulait dire en 1 heure. Aujourd'hui, c'est 10 à 12 heures. Parce qu'on fait des liens avec la victime, on fait surtout des liens avec les organismes communautaires, on fait des rapports plus détaillés, on gère, je ne dis pas que c'est parfait du tout, là, mais le travail de la police est humanisé. J'aurais pu faire le même argument en santé mentale. En santé mentale, les policiers font des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Quand tu passes de 1 heure à 10 à 12 heures, ça veut dire que ça te coûte 10 à 12 fois plus cher, là, la même responsabilité qu'avant. En environnement, c'est une explosion des coûts. Là. Toutes les normes, vraiment, c'est une explosion. Tu fais plus de choses, tu es fait de façon plus intense, puis ça coûte une fortune. Les normes en police, en général, puis incendie, dans les 10 premières années de la ville de Gatineau, en fait les 15, 40% des nouveaux emplois, c'était des nouveaux pompiers ou des nouveaux policiers. Parce que les normes avaient augmenté. C'est une fortune, ça, là, 40% des nouveaux employés sur 15 ans. Là. Ça fait quand on dit les villes en font trop, puis les villes. Non, tout ça, c'est arrivé de Québec. C'est eux qui ont changé les normes. L'exemple qui tue, c'est les infrastructures. En 1961, les villes géraient 30% des infrastructures publiques. Ça, c'est les routes, centres communautaires, toutes les infrastructures qui appartiennent à tout le monde. Aujourd'hui, c'est 58%. Ça, là, c'est des millions, en fait, c'est des milliards. Et on a la même base fiscale. On a encore 80% de nos impôts, de nos taxes, 92% qu'on envoie à Québec ou à Ottawa, puis 8% qui vient dans les villes. Puis on gère 58% des infrastructures publiques. C'est une comparaison qui est un peu boiteuse, là, parce qu'ils s'occupent des hôpitaux, on s'en occupe pas. Mais il reste que ça donne une idée de l'évolution. On est passé de 30 à 58, puis la base foncière est restée pareille. L'un des exemples de ce que ça fait, ça. Quand un maire vous dit que son budget est équilibré, c'est faux. Il y a des choses qu'on néglige. On néglige nos infrastructures. À Gatineau, là, juste chez nous, c'est 1,7 milliard pour faire le rattrapage, pour prendre les mêmes infrastructures et les mettre à niveau, pour qu'ils soient solides. On ne les a pas adaptés au changement climatique. C'est 1,7 milliard juste pour mettre les choses à niveau qu'on a négligées pendant des années. La Fondation Rivière, faute d'infrastructures adéquates, le nombre annuel de déversements d'eau usée dans nos rivières, c'était 52 794 déversements en 2020. Ça, c'est 1 an. Je vous laisse imaginer les infrastructures culturelles et sportives que vous avez ou que vous n'avez pas, puis leur état. Ce n'est pas juste les infrastructures traditionnelles, là, aqueducs, tout ça. Les villes ont demandé 10 milliards en 5 ans pour adapter leurs infrastructures au changement climatique. Je pense que dans la nouvelle entente, là, il y en a eu comme 1,5. Mais ça, c'est 8,5 milliards que tu n'as pas. Fait que ça va très, très mal parce qu'on néglige quelque chose à quelque part, les municipalités. Puis ce qui est vraiment plate, c'est que ça va être encore pire dans les prochaines années, qu'à cause d'un phénomène qui s'appelle la dématérialisation de l'économie. C'est qu'avant, ton PIB augmentait de 5 % puis ton nombre de pieds carrés taxables dans ta ville augmentait de 5 % ou dans ton pays, disons. C'était pas par ville, mais par pays. Parce que quand une entreprise produisait plus, elle devrait grandir. Elle devrait avoir un entrepôt. Là, le produit est inventé, consommé, puis vendu sur Internet. Ça fait que le PIB augmente, puis le nombre de pieds carrés nécessaires n'augmente pas. Il y a des maires et mairesses de municipalités qui sont super contents du télétravail parce que les gens viennent travailler dans les temps, ils ont plus de monde. Avant, un nouveau travailleur arrivait, puis tu avais son entreprise qui agrandissait, puis il s'installait dans une maison. Là, il n'y a plus d'entreprise qui s'installe souvent dans la maison que tu taxes déjà. Mais cette personne-là, elle veut des sports, des loisirs, des services pour les enfants, des services culturels. Elle veut participer à des consultations que tu ne faisais pas avant, mais maintenant tu es fait parce que. Donc, elle coûte bien, bien plus cher, cette personne-là. Puis ton assiette fiscale, il y a juste un des deux pans qui a augmenté. En 2016, l'UMQ disait qu'il y avait 2000 commerces cette année-là qui n'avaient pas vu le jour à cause de ce phénomène-là, l'équivalent de 2000 commerces. Ça, c'est 3 milliards de valeur foncière qu'on ne peut pas taxer. C'est pas durable, ça, là. Il y a un problème. On est déjà dans le mur, puis là, on s'enfonce.
Je vous fais grâce de toute une série de statistiques qui comparent ce qui se passe aux autres gouvernements puis dans les villes. Les villes s'endettent plus vite, leurs revenus augmentent moins vite, l'inflation frappe les villes puis ramène de l'argent dans les poches de Québec, avec la TVQ puis les salaires qui augmentent, qui font plus d'argent que l'inflation. Les villes, ça les frappe, je dirais, presque au cœur. Puis en plus, eux autres, ils baissent les impôts, alors que les villes ne peuvent pas imaginer faire ça. Ça fait que ça va très, très mal. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ont entendu M. Legault chialer contre les salaires des employés municipaux. Parce que souvent, ils nous disent ça, gérez mieux vos affaires, puis ça va bien aller. Ça se défend, là, les villes doivent, chaque sou compte, là, puis l'argent public est important, ça fait qu'il faut regarder ce qu'on gère. Mais admettons qu'on coupe les salaires. J'ai calculé pour Gatineau, je vous ai dit, on a un budget d'à peu près 744 millions. Si on le coupe de 10 ça c'est la guerre avec tout le monde, là, mais on coupe de 10 des camps de jour, 10 des salaires, de tout, là, on va chercher 74 millions récurrents. Mais rappelez-vous que notre déficit d'infrastructures pas adapté au changement climatique, c'est 1,7 milliard. Fait que même en coupant 10 là, ce qui serait fourrette, là, ça ne nous aide pas à faire face aux obligations qu'on a. Puis là, j'ai juste dit 1,7 milliard sur le rattrapage des infrastructures. Je n'ai pas parlé des infrastructures sportives, culturelles, itinérance et tout le kit. Là. Fait qu'il y a un problème fondamental qui dépasse des solutions un peu simplistes, là, comme payez moins votre monde. Je pense qu'il faut revoir en profondeur le cadre fiscal. Je vais arriver aux solutions tantôt. Là, un petit mot sur le cadre légal. Je ne le fais pas, je vais le simplifier, là, mais les villes, au sens de la Constitution canadienne, sont des créatures des provinces. Ça veut dire que la ville n'existe pas dans la Constitution, sinon les villes, sinon dans la capacité des provinces d'en créer. Il y a une petite phrase qui dit « les provinces peuvent créer des municipalités ». Ce que ça fait, ça, c'est qu'on est créé par une loi. Donc, ce qu'on fait comme geste doit se trouver dans la loi. Si ce n'est pas dans la loi, on n'a pas le droit de le faire. Je vous donne un exemple. Dans la loi, ça dit, pour les avis publics, une ville doit publier ça dans un journal. Ça disait. Mais il a fallu faire changer la loi à Québec pour pouvoir le mettre sur Internet. Des exemples comme ça, j'en ai 13 à douzaine. Nous autres, par exemple, on voulait faire un projet de gestion des matières résiduelles où on facturait, à partir d'un certain nombre de litres de sacs de vidange, on facturait le troisième sac. Disons, c'était pas en nombre de... Oui, c'était en sac. Disons que le troisième sac, on facture. C'était rien, c'était 50 sous. Et c'était le principe que tu es obligé de t'acheter un sac, il faut que tu ailles à la ville, tout ça. On est la ville, dans les grandes villes au Québec, qui consomme le moins de déchets, qui produit le moins de déchets par habitant dans toutes les grandes villes. Notamment à cause de ça, parce qu'on a comme serré la ville. Mais là, il y a des cas particuliers. Il y a des gens qui ont les deux parents très âgés aux couches, par exemple. Mais là, tu produis une quantité de déchets qui ont peut-être... Tu as 5 enfants. Tu produis une quantité de déchets qui est anormale, mais pas parce que tu pollues. Mais on ne peut pas faire d'exception pour des gens qui sont dans des cas comme ça, à moins de faire changer la loi à Québec. Ça fait que des exemples de même, il y en a. C'est pour ça que c'est compliqué le municipal. Dès que tu innoves, par définition, en fait, dès que tu innoves, tu fais quelque chose de nouveau, ça te prend un changement à la loi, parce que c'est pas écrit dedans, l'innovation. C'est l'enfer. L'autre exemple, vous l'avez entendu, c'est en mai 2003, le maire de Lévis avait dû signer 2190 documents pour bannir Airbnb de 2190 zones différentes dans la ville. Il y a d'autres choses à faire là, que signer 2000, mais la loi est ainsi faite que ça prend la signature du maire. Ce n'était pas possible pour le conseil de dire « OK, on le fait dans un bloc, vote omnibus, le maire, on considère qu'il les a tous signés, s'il a signé tel... » Ce qui serait normal, tu as une vie démocratique, tu as des médias qui te surveillent, tu as une opposition qui te surveille, à un moment donné, tu peux prendre des décisions comme ça, puis c'est pas grave. Là. Impossible. Il a fallu qu'il signe ça. Ça fait qu'il est urgent de changer le cadre légal pour donner des champs de compétences aux villes. Pour dire, OK, dans ce domaine-là, faites-le à votre façon. Et là, ça prend des contre-pouvoirs comme dans tout. Dans tout pouvoir, ça prend un contre-pouvoir. Ça fait que tu peux avoir une commission municipale qui a des pouvoirs renforcés pour que les villes qui exagèrent, que les villes soient surveillées.
On peut avoir une règle qui dit un règlement municipal ne peut contredire une loi provinciale. Comme ça, tu peux avoir des espèces de normes nationales. Tu sais, le Québec dit on s'en va par là, mais il ne faut pas que Montréal puisse s'en aller par là. Tu sais, il faut que tu ne puisses pas contredire par ta réglementation l'enlignement ou la norme nationale, on va l'appeler comme ça. C'est pour ça que la solution au cadre légal, c'est une charte des municipalités. C'est-à-dire qu'il y a 3 solutions. Les 2 premières sont, c'est ouvrir la Constitution canadienne. À toutes les fois, les gens rient. J'ai donné une conférence à Ottawa, tout le monde s'éclate de rire. En fait, tout le monde sur la scène riait, puis dans la foule, ils m'ont applaudi. Parce que si on était un pays normal, là, on ouvrirait notre Constitution et on dirait, OK, il y a un fédéral, il y a un provincial, il y a un municipal, on s'entend sur les responsabilités. Il y a des gouvernements autochtones, on s'entend sur les responsabilités des uns et des autres, puis une Constitution, c'est le fondement de notre vie ensemble. C'est qui a du pouvoir, qui en a moins, c'est quoi nos valeurs. Si tu n'es pas capable d'ouvrir ça, là, on devrait se poser des questions comme pays. L'autre option, c'est l'indépendance, qui elle aussi est difficile à faire, mais qui permettrait de se donner une constitution qui reconnaît des idées. Bon, après que j'ai dit ça, ça prend une charte des municipalités où là, le gouvernement du Québec pourrait dire, nous, comme gouvernement qui peut vous créer, on crée des champs de compétences pour les villes. L'UMQ a fait beaucoup de travail là-dessus. C'est compliqué, mais c'est une façon de contourner les 2 autres enjeux. Et pour moi, c'est nécessaire de faire ça parce que, tu sais, quand tu as une ville, là, je le répète, là, mais quand tu as une vie démocratique saine, quand tu as des médias qui te surveillent, quand tu as un vérificateur général interne, quand tu as un vérificateur externe, à un moment donné, là, prenez vos décisions, puis les citoyens vont vous mettre dehors si vous vous trompez, mais on n'a pas besoin ni de Québec qui surveille, ni de fonctionnaires. À Gatineau, on avait calculé en 2016 qu'il y avait 41 fonctionnaires à temps plein dans la ville sur 3000 employés qui ne faisaient que répondre aux obligations de Québec. 41 employés à temps plein. À Montréal, ça doit être 410 parce que normalement, c'est 1 pour 10. C'est du monde, cela, là. Alors que Montréal a une vie démocratique saine, il y a des gens qui les surveillent, un vérificateur, il y a même un bureau contre la corruption. Ils se sont donnés vraiment, après tout ce qu'ils ont vécu, ils se sont donnés des contre-pouvoirs importants, mais non, on a un carcan qui nous immobilise. La fiscalité m'a allé vite. Le défaut de mon livre, c'est que je parle beaucoup des problèmes et assez peu des solutions. Parce que les solutions sont compliquées. Il y a une différence entre Saint-Valérien, Rimouski, Montréal, Gatineau, puis Notre-Dame-la-Salette. La solution ne peut pas s'appliquer à tout le monde de la même façon. Et ça doit être une solution de fond. Puis là, j'y vais brièvement, mais soit on prend une part de l'impôt sur le revenu, c'est ce qui se faisait à Montréal dans les années 40, là, quand on payait juste l'impôt fédéral puis qu'ils redonnaient ça, là, bien, ils redonnaient 15 de ça à Montréal. L'impôt sur le revenu, ça peut être ça. On prend une part de ce qu'on envoie à Québec, puis il le renvoie selon une formule qui fera l'objet d'un vaste débat compliqué, mais on en a des formules dans toutes sortes de programmes pour ça, pour aider les municipalités, dévitaliser pauvres, riches, grandes, petites. On est capable de faire ça. Moi, j'aime mieux la TVQ. Moi, j'aime mieux une taxe à la consommation. Si tu ne consommes pas, tu ne payes pas. Puis les biens essentiels de consommation, on peut les enlever de ça. Tu ne taxes pas le lait, mais si quelqu'un s'achète 4 autos, là, mais il en paye en titi de la TVQ, puis ça, on est content. Et encore une fois, c'est une forme le débat se fait sur la chicane, sur la redistribution, pas sur la chicane, sur la redistribution aux villes. Si ce n'est pas des enjeux, c'est pas vrai qu'avec l'éco-fiscalité, là, on va régler les problèmes des villes. On va influencer les comportements des gens, on va faire quelque chose de très bien dans toutes sortes de comme taxer comme facturer les sacs de vidange, mais c'est pas qu'en facturant un sac de vidange qu'on règle l'enjeu de la fiscalité municipale. Et là, je le sais que vous vous dites que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Puis vous avez raison, parce qu'ils nous envoient 2 points de TVQ, ils n'ont plus l'argent des hôpitaux. Ça fait que le débat doit porter sur qui fait quoi et qui paye quoi. Il y a quelqu'un à quelque part avant qui avait de l'argent pour s'occuper des itinérants et qui ne s'en occupait pas. Ils peuvent-tu envoyer cette portion-là de responsabilité qu'ils n'assument pas dans les villes? Est-ce qu'on peut revoir c'est quoi le gain d'une ville pour l'ensemble de notre système étatique et de se repartager les ressources? Fait que c'est le qui fait quoi et qui paye quoi qui doit faire l'objet d'un vaste chantier. Puis je le dis avec beaucoup de, je ne sais pas si c'est humilité ou quoi, là, mais
je ne vais pas loin là, dans mon livre là-dessus, là, parce que ça prend vraiment une immense réflexion, puis je n'avais pas les capacités de la faire pour arriver à des réponses très précises. Mais ça ne prendra pas des demi-mesures. C'est un gouvernement de proximité qui doit avoir des ressources à la hauteur de ce qu'il fait. Je voulais vous parler de 3 mécanismes de participation citoyenne. Le premier, c'est les partis politiques. Ça, moi, j'ai parlé avec Guy à plusieurs reprises, je sais qu'il n'est pas favorable à ça. Moi, je suis favorable à ça. C'est une chicane qui est déjà dans l'espace public entre lui et moi. Puis les deux idées se défendent, surtout dans des municipalités de votre taille. C'est possible de faire sans. Je vais vous expliquer pourquoi moi, je suis plutôt pour. D'abord, il y avait des gens plutôt pour. Là. En 98, il y en avait 97, 2005, 147, 2022, 179, puis ça ne changera pas. Parce que quand tu t'éloignes d'aqueduc et Gouasphat, puis que tu as de plus en plus d'enjeux sociaux, de développement économique, des enjeux complexes à gérer, tu as de plus en plus d'orientation politique nécessaire. Tu es un peu plus à droite, un peu plus à gauche, un peu plus à... Moi, droite-gauche, j'aime pas vraiment ça là, au municipal, mais c'est parce que c'est plus des lignes de rupture. T'sais, en environnement, es-tu pressé? Les relations avec les promoteurs, est-ce que toi, tu veux qu'on facilite les projets et que ça aille vite, ou tu veux un plan d'urbanisme qu'on respecte avec rigueur? Les champs de compétences, veux-tu qu'on s'en tienne à notre affaire? C'est plus là les lignes de fracture dans le monde municipal. Mais des partis, là, il y en a tout le temps. Il y a tout le temps une clique du maire. Il y a tout le temps ceux qui votent toujours avec lui. Il y a souvent ceux qui votent toujours contre lui, qu'ils fassent partie d'un parti ou non. Quand tu n'as pas de parti, les programmes électoraux, je vous montre au défi de les trouver là, partout au Québec, là, les programmes électoraux là, des gens indépendants, c'est quand ils sont existants, là, sont assez minces. Puis même à la mairie, ils vont avoir un programme, mais c'est différent, un programme adopté par 250 membres en congrès, puis un programme écrit avec ton équipe électorale 6 mois avant l'élection. Les partis, là, il y en a un paquet qui sont des machines à gagner des élections, puis c'est pas ça dont je parle. Je parle des mouvements citoyens qui se structurent, qui sont démocratiques, puis qui font comme chez nous. Là, on a un programme épais comme ça. C'est vraiment... moi, quand je suis arrivé à la mairie, en fait, même dans la campagne, j'étais capable de parler d'à peu près n'importe quoi. Pas parce que je suis un génie, parce que mon équipe est extraordinaire. Parce que ça fait que moi, les gens disent « Ah, tu connais ça, je connais pas ça pendant tout. » C'est un qui a proposé ça, l'autre c'était les poules urbaines, l'autre c'était ça d'affaires que je savais pas. Faire des abeilles et des poules, d'avoir le droit de faire ça dans une ville comme Gatineau. Le gars s'appelle Andrew, il a fait une résolution au conseil, à notre assemblée générale. On l'a mis dans notre programme. 3 ans plus tard, il y avait un programme pour qu'on puisse faire du miel de Gatineau puis qu'il y ait des poules. C'est ça la participation citoyenne. C'est des gens qui... ça fait que moi, ça m'a permis d'être bien meilleur parce qu'il faisait que je débattais de sujets dont je ne connaissais rien avant. Puis en toute honnêteté, moi, je ne suis pas venu à la politique municipale par l'environnement. Moi, c'était mettre Gatineau sur la carte, c'était par là à l'Université d'Ottawa, à la ville d'Ottawa, parce qu'on s'ignorait alors que c'est un ensemble métropolitain qui doit collaborer ensemble tout le temps, ne serait-ce que sur le transport. C'était le transport en commun, c'était les liens avec notre université, c'était d'autres choses que l'environnement pur. Fait que j'ai beaucoup appris grâce à ça. Puis pour moi, dans le temps, là, toutes les villes vont s'en donner. L'enjeu, puis je vais parler de mes 2 autres mécanismes plus tard, sinon je vais parler trop longtemps. L'enjeu, c'est la ligne de parti. C'est ça qui écœure tout le monde, parce que tu as l'impression que le chef décide tout, parce que tu sais, ça, il faut gérer ça. Puis nous, je pense qu'on l'a géré. Je ne sais pas si ça va durer dans le temps, c'est complexe, mais en gros, là, on avait un programme, épais de même. On avait une plateforme électorale un peu moins grosse, quand tu ne peux pas te payer tout, là, ça fait que nous, on avait fait un tri. Et on avait un cadre financier. On signait le programme, la plateforme, donc on a fait campagne là-dessus, on a promis ça au monde, puis on signait le cadre financier. C'est ça qu'on a promis au monde comme hausse de taxes, puis comme... Mais quand c'est pas dans le programme, là, votez comme vous voulez. Puis ça, moi, j'ai dit ça 100 fois comme maire. Notre première chicane, c'était les VR en front de rue, les véhicules récréatifs en front de rue. Quand tu dois le stationner devant ta maison. C'est assez d'enfer dans la rue quand tu as plein de VR ou un qui te bloque la vue. En tout cas, hey, chicane terrible au caucus d'Action Gatineau. À un moment donné, je lève la main et je dis écoutez, c'est pas dans le programme, moi je ne sais pas ce que j'en pense. On arrête la discussion, vous voterez comme vous voudrez. Puis ceux qui veulent faire du lobbying viendraient me voir dans le bureau parce que je ne suis pas trop sûr de comment je vote. Ça fait que j'ai perdu des votes dans mon propre caucus, j'en ai perdu au conseil, j'en ai dans mon équipe.
Mais sur le programme, là, non, c'est ça qu'on a pas. Puis ça m'est arrivé 2 fois en 8 ans, de dire à un élu, là, tu as changé d'idée, là, mais nous autres, on n'a pas changé d'idée à Action Gatineau, puis on a fait campagne là-dessus, c'est qu'on va être ensemble. 2 fois. Les autres fois, on votait les uns contre les autres, puis c'était bien correct. C'était un peu dur à gérer comme maire au début, parce qu'à chaque fois qu'il y a une différence, le journaliste était dissension à Action Gatineau, la chicane est poignée à Action Gatineau, tu sais, les médias sont pas parfaits, là, puis il y a une espèce de course à la chicane. Bien, nous, ça nous a permis de... C'est-à-dire que ça a été dur pendant, disons, 6 mois, puis après ça, c'était rien que normal. Il ne parlait plus du fait que j'avais une équipe divisée. Mais sur le programme, on se tenait. Puis ça, il y a quelque chose là de bien intéressant pour dire, écoutez, on comprend, là, puis c'est le fun en maudit pour le maire, parce que quand tu as, je sais pas, 162 points à l'ordre du jour, là, faire les arbitrages sur 162 points, c'est longtemps. Alors que faire les arbitrages sur 6 points qui sont dans le programme du parti, puis c'est comment on atteint l'objectif, c'est pas est-ce qu'on l'atteint ou non, là. C'est bien plus simple, ça fait une vie politique plus saine. Moi, j'avais un de ma gang qui était, disons, plus mon aile droite, là. Mais il était heureux d'être capable de rester dans le parti parce qu'on s'entendait sur l'essentiel, mais d'être capable de dire, vous exagérez dans telle affaire, puis dans telle autre affaire, puis tu sais, j'y tiens à mon auto, puis là, vous exagérez. Ça fait que ça lui permettait, lui, dans son cas, de s'exprimer. Puis nous, on ne perdait rien. On n'avait pas promis d'être d'accord sur tout. En tout cas, je trouve que pour les partis, il y a quelque chose là. Parce que à Gatineau, là, après 12 ans de parti politique, là, il y a encore 35, 36, 37% des gens qui haïssent ça. Ils ne voteront jamais pour quelqu'un qui fait partie d'un parti politique municipal. Parce qu'en fait, ils rejettent la politique. Ils rejettent, moi je dirais, la politique elle-même. Alors que c'est un outil puissant de participation. Puis nous autres, là, en dehors des élections, là, les ateliers, les conférences, des affaires comme ça, c'était rien que nous autres qui organisaient ça. Dans le municipal, là, c'était juste nous autres qui faisaient une vie démocratique en dehors du... Ça ne s'applique pas à tout le monde. Plus la ville est petite, plus tu es capable d'avoir un forum politique autre. Il y a des maires qui me disent, moi, là, je sais ce que les gens veulent parce que je leur parle constamment, je suis toujours en interaction. Au conseil, on arrive à des consensus, même si on pas. C'est pas universel. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un des plus beaux mécanismes de participation citoyenne. Si on a le temps, dans la période de questions, je vous parlais de c'est quoi une bonne consultation. Pour moi, j'ai un modèle que j'ai vraiment aimé. Puis je vous parlais des communs. Les communs, c'est une patente qui est en gros la gestion d'un bien public par un tiers. Donc, ce n'est pas la ville qui gère le parc, c'est une corporation citoyenne autre. Puis ça, moi, je trouve ça bien emballant comme mode de participation citoyenne puis de gestion de l'État. L'État peut faire beaucoup, le privé peut en faire, mais entre les deux, là, il y a un paquet d'affaires possibles qui sont intéressantes, qui coûtent des fois moins cher, puis qui sont plus agiles que quand c'est l'État qui le fait. Ça qu'on pourra en parler si c'est des sujets qui vous intéressent, sinon j'arrêterai là. Vous avez justement évoqué un moyen de consultation. Je viens de Montréal, je suis installée à Rimouski depuis 3 ans maintenant. À Montréal, j'ai vu des activités de consultation où on nous inventait des logos, de la plasticine. C'était des firmes supposément expertes en mode de consultation publique et pour lesquelles on n'avait jamais de retour, ou en tout cas, on s'était bien amusé, on avait bien eu. Maintenant, on a des consultations. Oui, on est consulté, mais à chaque fois, on est prévenu que ce n'est qu'une consultation. On n'a pas nécessairement de retour. En fait, voilà. Alors, j'aimerais ça, savoir votre mode de consultation préféré. C'est un vaste sujet, les consultations. Moi, je vais donner un modèle, mais il ne répond pas à toutes les... en fait, il ne répond pas du tout à tous les cas de figure. Il y a quelques principes. D'abord, il faut savoir dans quoi on s'en va. C'est une consultation, c'est une assemblée publique, c'est de l'information. Souvent, juste information puis consultation. Là, moi, information, je ne vais pas parce que j'ai lu les affaires sur Internet. J'ai regardé ce qui se passe à la ville. Mais consultation, il faut que ça vienne avec une capacité d'influencer le système. C'est comme les comités, commissions municipales. Nous autres, on a eu une bataille, croyez-le ou non, parce que les fonctionnaires ne voulaient pas que les commissions puissent faire des recommandations au conseil. Ils voulaient qu'on écoute ce que le fonctionnaire dit.
Nous autres, on dit, bien, au moins, si tu as une capacité de recommander et que ton comité est en public, bien là, tu mets dans l'espace public ta préoccupation et tu fais une recommandation sur laquelle ils doivent voter. Tu sais, déjà, là, c'est peut-être le minimum requis, là, mais au moins, tu as ça. Mais je vais parler d'une consultation, puis être à un bout du spectre. Tu sais, tu peux consulter quand tu dis, OK, où on s'en va, là, Gatineau 2035, des choses comme ça, là. Ça, c'est intéressant, puis ça peut apporter des choses. Je vais parler de l'autre. C'était notre consultation vélo. On n'a pas consulté sur voulez-vous du vélo ou pas de vélo. On a consulté sur notre plan directeur vélo. Le plan directeur dans la vie d'une municipalité, c'est là que ça se passe. C'est qu'est-ce qu'on fait, à quelle date, combien ça coûte. Ça veut dire que tu as une carte, là, puis tu as tout ton réseau cyclable, puis tu dis on investit là, on investit là, on investit là, on fait ça, on fait ça. Et là, on demande aux gens si tu bombes ça. Fait que ceux qui sont arrivés, c'était tellement des gens de vélo, là, que ça sentait la sueur dans l'hôtel de ville. Parce qu'ils étaient tous venus en vélo. Puis ce que ça a fait, c'est qu'ils disaient, OK, moi, mon circuit, c'est ça. Ils regardaient ce qu'on allait faire. Puis ils disaient, ben non, là, c'est prioritaire, ça arrive à l'année 5. Moi, je veux que ça arrive à l'année 1. Ou c'est pas dans votre plan. Il faudrait que ça soit dedans. Puis on a géolocalisé chacun des commentaires. Ça fait que les gens voyaient comme un gros rond rouge à un endroit où il y avait plein de gens qui avaient fait des commentaires. Puis des fois, ils voyaient leur petit rond, ils étaient tout seuls à vouloir. Ça fait que ça limitait un peu l'ampleur de leurs revendications parce qu'ils voyaient bien que... Et nous, ce que ça faisait, c'est qu'on était capable de dire aux citoyens qui avaient participé dans le retour dont je parlais, parce que des retours, il n'y en a jamais. Puis c'est difficile, mais ça, moi, c'est mon rêve, mon obsession, tu sais, dire, tu fais un commentaire, puis là, tu reçois une lettre à la fin d'avoir participé, tu dis à la page 87, on a une réponse à votre commentaire. Tu sais, dans mes rêves les plus fous, ça serait ça. Là, ce qu'on a fait, c'était pas tout à fait ça, mais on était capable, dans le plan amendé, de dire, voici ce que vous avez proposé, voici les amendements. Donc, on rejoint, disons, je pense que c'était 87 ou je ne me rappelle plus exactement, mais c'est un pourcentage énorme, de vos commentaires. Sur 5 ans, on y répond. Et quand on va avoir fini le plan dans 5 ans, on revient, on recommence le même processus, puis on est obligé de vous expliquer pourquoi on ne l'a pas fait, parce que des fois où tu manques d'argent, je ne sais pas quoi, il y a des dépassements de coûts, tu découvres des choses dans le sol, etc. Mais ça, pour moi, c'était formidable. Les gens sont sortis de là en disant, non seulement ils ne m'ont pas au sérieux, mais ils l'ont géolocalisé, ils l'ont indiqué. Ça fait partie d'une liste de commentaires, c'est documenté. Puis moi, je reviens à d'autres étapes. Puis tu sais, c'est pas juste dans 5 ans, là, ça peut être des bilans de mi-mandat, c'est à nous de décider comment on le fait. Mais ça, pour moi, c'était concret. Tu sais, c'est des gens qui connaissent. Moi, il y a une belle expression que j'aime, c'est l'expertise d'usage. Tu sais, le prof d'université, c'est un expert dans son domaine, puis il connaît plein d'affaires, puis il a une contribution à faire. Mais la personne qui connaît sa rue, c'est un expert de sa rue. Tu sais. Puis les gens de vélo, c'est souvent des experts des rues, parce que dès qu'il y a une bosse dedans, il y a la sente assez solide. Fait que ça, pour moi, ce genre de consultation-là, avec un... Fait qu'il faut que tu consultes au début, genre, quel genre de ville-vélo vous voulez être, y a-tu des choses... Tu sais, il y a une consultation un peu théorique, générale, qui donne souvent un peu des vœux pieux, mais qui est nécessaire, qui peut être intéressante. Mais celle à l'autre bout du spectre est intéressante, mais elle est très contestée par les fonctionnaires, parce que là, c'est leur job d'expert de faire un bon plan. Puis là, toi, tu mets dans l'espace public leur plan, puis ils critiquent, les gens critiquent. Fait qu'il y a comme un changement de culture pour dire, c'est pas une critique, c'est qu'on améliore le plan parce qu'on a 3000 cerveaux de plus qui portent un regard, dont des gens qui connaissent ça, qui ont une expertise d'usage. Fait que moi, ça, je trouve que c'est bien, bien intéressant. Puis les villes font assez peu ça, consulter sur le plan directeur. T'sais, normalement, tu es en dehors de l'espace public à cette étape-là, mais ça peut être bien, bien intéressant. Moi, c'est ma consultation préférée en 12 ans de vie politique municipale. Vous avez parlé que la vie municipale est de plus en plus un forum politique, pas juste une administration. C'est un forum, mais c'est aussi une arène. C'est-à-dire, c'est un forum où on lance des idées, on les partage, on les discute, mais c'est aussi une arène où il y a des joueurs qui sont en conflit les uns avec les autres, qui sont en discussion, en négociation. Pour les forces progressistes, là, on a parlé de mécanismes de démocratisation, mais il y a aussi l'arène dans laquelle on se trouve en ce moment. J'ai l'impression qu'à Rimouski, ça nous prend une ville qui se prend en charge puis qui prend les bonnes décisions, mais ça prend aussi des citoyens qui comprennent comment ça marche une ville.
Puis là, j'aimerais ça avoir votre feedback un peu d'anciens maires. C'est rare qu'on a l'occasion de parler à un ancien maire d'une grande ville. Comment ça marche pour influencer le maire dans une municipalité au Québec en ce moment? T'sais? Puis peut-être nous parler des gens avec qui vous n'étiez pas d'accord. Est-ce que vous avez changé d'idée? Est-ce que vous avez modifié des politiques? Moi, je les haïssais. C'est une excellente question. Moi, j'étais minoritaire. Je n'avais pas le droit de changer, j'avais pas le choix de changer d'idée des fois. Souvent, à mon corps défendant, je vais essayer de ne pas donner une trop longue réponse, mais la question de base, c'est à qui appartient la ville? Puis elle appartient pas aux élus, elle appartient pas aux fonctionnaires, elle appartient fondamentalement aux citoyens. Le problème, c'est quels citoyens? Il y en a un qui va aller à droite, l'autre qui va aller à gauche. Il y en a un qui aime bien ça les autos, l'autre qui aime moins ça les autos. Tu sais, c'est extrêmement difficile. Fait que moi, les consultations publiques, j'y crois, quand elles sont vastes, le plus concrètes possible. Tu sais, consulter sur une page blanche, là, on veut tous être plus heureux puis plus riches. C'est moins intéressant que comme on avait fait avec un manifeste en disant ce que la ville devrait faire, c'est ça. Puis là, on avait un certain nombre d'enjeux. Puis là, les gens sont venus critiquer. Le problème avec la démocratie, c'est les citoyens. C'est qu'on n'est pas tous d'accord. On n'a pas toute la même vision du monde. On n'a pas, les gens parlaient de Costco, là, il y a un maudit paquet de monde qui a le goût d'avoir un Costco, là. Puis c'est pas des imbéciles, c'est des gens qui ont le goût d'avoir un Costco pour toutes sortes de raisons. Ça coûte moins cher. Puis des fois, c'est des raisons valables. Là. La vie coûte cher, puis on a l'impression que le Costco, à court terme, en tout cas, là, il va nous coûter moins cher. Ça fait que c'est ça qui est difficile, c'est de garder en tête. C'est pour ça que des fois, il faut que tu démissionnes. Quand les gens qui te contestent te tombent ses nerfs, c'est pas bon, là, parce que les gens, il faut qu'ils puissent contester, il faut qu'ils puissent t'influencer, il faut qu'ils puissent. Mais c'est difficile parce que ça prend beaucoup d'écoute. Il y a aussi ça. Si un maire est élu ou une mairesse, un élu est élu avec un programme, bien, tu appliques ton programme. Puis moi, je ne consulterai pas ces bibliothèques. J'ai été élu pour faire ça. J'ai été élu aussi pour bloquer un projet de 2 tours dans un quartier patrimonial. Je ne consulte pas là-dessus. Je veux voter contre le plus vite possible. Parce que c'est ça. Pour moi, l'élection a une valeur. Mais c'est un grand, grand défi, parce que si les citoyens pensaient tous de la même façon, là, ça serait simple. Puis le défi surtout, j'allais dire quelque chose de contre, mais je dirais surtout une certaine gauche, là, qui des fois a de la misère avec les citoyens. Parce que c'est tough de faire du porte-à-porte puis les faire changer. Quitte à être dans la controverse, je vais prendre l'exemple du Costco, là. Ça appartient toujours bien aux citoyens, la ville. Ça fait que s'il n'y a pas de monde qui se mobilise contre, c'est peut-être qu'ils le veulent. Fait que le problème, c'est pas tant le Costco que le fait que les gens veulent un Costco. C'est là où il faut aller parler au monde, puis cogner aux portes, puis expliquer ce que ça fait peut-être aux commerces locaux, puis où s'en vont les profits d'un Costco, contrairement à une librairie qui appartient au monde d'ici. Ce débat-là, citoyen par citoyen, il est tough, il est long, puis la révolution n'arrive pas demain. Mais c'est ça qui change le monde. C'est quand les gens commencent à penser différemment. Puis ça, c'est un gros, gros, gros défi. Parce que des fois, on a le goût de passer par-dessus. Puis dire, on va faire un règlement, là, puis on verrouille ça. J'ai donné une conférence à Québec, puis il y a un jeune militant qui me dit ça. Il dit, comment on fait pour verrouiller? Bien, si tu ne verrouilles pas, là, ça s'appelle la démocratie. S'il y a une gang de droite militante qui gagne, là, ben, ils vont prendre des décisions qu'on ne sera pas d'accord avec. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste mettre une gang de côté, prendre le pouvoir et faire les affaires vite, vite. Il faut changer la façon dont les gens pensent. Il faut que les gens n'acceptent plus jamais du monde de même. Puis ça, c'est exactement ce que vous faites à soir. C'est plus ça qui est porteur. C'est que tu as des dizaines de personnes qui repartent chez eux et qui convainquent d'autres de changer leur façon de penser. On ne changera pas le capitalisme si on ne change pas ce qu'il y a dans la tête des gens. Ils veulent consommer. Réduire la croissance, il y en a plein qui partent à rire en disant « Non, non, moi, je veux plus. » Ben, c'est ça l'enjeu. Mais c'est dur. C'est dur. Puis moi, je suis mal placé pour parler d'évolution. Moi, je pense que si on veut détourner un avion, il faut qu'on soit dedans. Mais moi, je suis allé dedans, j'ai fait mon possible.
Puis je crois que cette voie-là est plus porteuse que d'autres.